Ok, on est en place. Les téléphones sur silence, s'il vous plaît. 1 sur 1, séquence émotion. Voix entrelacées, un podcast sur les métiers de l'audiovisuel, produit par 23 bis. À la rencontre des métiers de l'ombre. On refait laquelle ? On refait tout ? Moi, je te fais signe pour démarrer et partir. Dans l'épisode précédent de Voix entrelacées, nous avons fait la découverte du métier d'assistana caméra. Aujourd'hui, nos invités sont toujours au service de l'image, à elles et eux de vous raconter leur endroit de vie, les électriciens et électriciennes. Bienvenue dans l'épisode 5, Tout en lumière, l'électricité. Qu'elle soit présente pour recréer une lumière naturelle, ou bien pour faire exister les intentions lumineuses des tréfonds de l'imagination, la lumière au cinéma est dans les mains des électros. Ce sont elles et eux qui la domptent pour diffuser, éclairer et composer l'espace lumineux. J'ai rencontré Chloé lors de mes premières expériences professionnelles en France, et dès lors on se suit. Antoine, lui, fait partie des rencontres clés que j'ai ensuite faites sur des plateaux suisses. On ne pourra qu'adhérer à leur douceur et leur rayonnement commun. Je m'appelle Chloé, je suis chef électro ou électro et je travaille principalement à Paris, mais évidemment mon métier m'amène à parcourir la France. Alors je m'appelle Antoine, je suis électro-éclairagiste, de temps en temps chef éclairagiste sur des courts-métrages, d'autres projets, petite envergure. Et je pratique depuis, ça va faire 4 ans la lumière, ouais. Avant ça, j'étais assistant caméra. Alors, quand j'étais petite, mon père faisait du cinéma. Quand j'étais toute petite, il était assistant réalisateur. Il a arrêté quand j'avais 5-6 ans, donc ça fait longtemps, mais ça m'a permis de rencontrer quand même beaucoup de gens du milieu. J'ai toujours eu envie de faire de l'image, donc j'ai demandé à mon père très tôt, ça s'appelle comment la personne qui fait l'image dans le cinéma ? Donc il m'a dit, chef opérateur. Donc je faisais que dire à partir de 7-8 ans, plus tard, je serais chef opératrice, sans savoir vraiment ce que ça voulait dire. Le frère de mon père est décédé maintenant, mais était chef opérateur. Donc ça m'a aussi poussé à aller dans une direction de l'image. Ça m'arrive d'être chef opérateur, chef opératrice, mais principalement électro et chef électro, qui est une des parties du métier malgré tout de chef op. J'ai commencé vraiment avec cette envie de travailler sur des films sans vraiment savoir ce que ça représentait, le côté... Pour moi, c'était très obscur de ce qui se passait derrière la caméra. Et j'ai eu cette chance de faire des workshops aux États-Unis pendant quelques mois, en fait. Je me suis motivé, rencontrer vraiment un monde professionnel, en fait. C'était professionnalisant. Et moi, évidemment, j'avais pas fait de cinéma du tout. J'avais toujours vu beaucoup de films. Enfin, vraiment, depuis ma tendre enfance, sans avoir la télé, en fait, j'ai toujours vu des films. Et je me suis dit, vas-y, go, ça a l'air très intéressant, tout ça, quoi. Je suis parti là-bas et puis je suis vraiment trop marré en fait. Et puis j'ai vraiment rencontré ce qui est la caméra, les premiers assistants caméra, vraiment quel était ce taf-là en fait. Et j'ai appris à charger des caméras 35 mm, des 16, plein de trucs comme ça, utiliser une dolly, tu vois, genre des trucs un peu fous. Et revenu en Suisse, en fait, j'ai continué à pratiquer ma profession que j'ai fait après l'école. C'était vraiment un peu de la bricole mais en menuiserie. Et petit à petit, je me suis intéressé un peu plus au tournage. J'ai réussi à choper un piston et c'est là comme ça que tout a démarré en fait. Avec un super plan qui était pour être 3e assistant caméra sur un film des frères Larieux. Donc c'était tout de suite un gros truc, hyper impressionnant. Je me suis retrouvé projeté là-dedans. J'étais waouh. Au début, je me suis retrouvé vraiment chez Alga, donc Panavision, projeté dans un truc de loueur, mais t'as les plus grosses, t'as un matériel de fou quoi. Donc c'était un peu tout de suite projeté dans une sorte d'exigence aussi, de faire face à des gens qui avaient vraiment une exigence folle en fait. Et donc voilà, ça a commencé un peu là-dedans dans ce bain-là et ça m'a vraiment saisi. Et je me suis senti assez bon là-dedans, sans pour autant me faire suffisamment confiance pour me dire que tu passes 2e, tu passes 3e, comme ça se fait beaucoup en Suisse aussi, où tu te retrouves vite à faire d'avoir plein de fonctions quoi. Oh dis donc, c'est ça un film ? Y a que des photos, ça bouge pas beaucoup, hein ? Et en plus c'est toutes les mêmes. Mais non, elles sont pas toutes pareilles, elles sont toutes un petit peu différentes et elles correspondent toutes à une étape de la scène que l'on vient de filmer. Maintenant regardez, moi aussi, j'ai une série d'images qui correspondent aux étapes d'un mouvement, en l'occurrence le soleil qui se lève et qui se couche. Eh bien c'est ça, le cinéma, une série d'images fixes qu'on fait défiler très rapidement. Ce qui m'a fait basculer en fait de la caméra à la lumière, ça a été vraiment, un moment la caméra m'a, c'est pas que j'avais fait le tour, mais j'ai fait beaucoup second pour pointer des deuxièmes cam, des trucs comme ça. Et j'ai beaucoup sacralisé la chose aussi, je crois. Quand j'ai découvert ce que c'était réellement en pointant plus et en faisant mes expériences un peu plus approfondies de pointer des caméras, de tout ça, je me suis rendu compte que c'était
pas mon truc, quoi, tout simplement. Je trouve que c'est une place très intéressante. T'es vraiment proche de la caméra, des comédiens, tu peux vraiment assister à plein de magie, on va dire. Et ça, c'est super, mais les caméras évoluent si vite, le matériel évolue très très vite, et je crois que c'est vraiment quelque chose qui me fatigue un petit peu là-dedans, quoi. C'est cette course. Et en même temps, je me suis rendu compte que en lumière, ça évolue aussi assez vite. Mais les bases restent les mêmes. J'ai l'impression que t'as toujours quelque chose que tu pourras utiliser, en fait. Tu pourras toujours couper de la lumière pour créer quelque chose. Tu pourras toujours, en fait, jouer avec ce qui est ici. Et être un peu plus dans un faire. Il y a beaucoup de... Enfin, voilà. Je crois qu'il y a quelque chose de physique aussi, dans le déplacement aussi, qui me plaît beaucoup. Et puis, tu travailles pas au même moment qu'un premier assistant opérateur. Être électricien, c'est mettre en lumière des décors et des acteurs. Donc installer des projecteurs ou gérer la lumière existante dans un lieu, l'adapter aux volontés esthétiques du chef opérateur ou de la chef opératrice. Et choisir les projecteurs qui vont servir sur le plateau. Ça, c'est en amont du tournage. Repérer les décors pour pouvoir justement choisir une liste lumière qui soit en accord avec des problématiques financières et des problématiques de lieu et d'équipe. Pour préparer, je pense que la première chose, c'est lire un scénario et rencontrer le chef opérateur si on ne le connaît pas, et puis le rencontrer pour parler du projet, parler un peu de l'ambiance lumière qu'il y aura, aller voir les décors pour voir les problématiques techniques, voilà, les accessibilités, si c'est en étage, si c'est au sous-sol, si c'est derrière un champ plein de boue, voilà, si on aura de l'électricité sur place ou s'il faut l'amener avec des groupes électrogènes. Une ambiance lumière, ça se prépare. Autour, évidemment, c'est la première lecture du scénario où moi j'essaie de concevoir ça comme, visuellement déjà, et après ça va être vraiment des discussions avec la personne avec qui tu vas travailler le plus, c'est-à-dire chef opératrice, chef opérateur, quoi. Enfin, dans quelle direction tu veux aller, où on t'amène, tu vois, et puis essayer de trouver des solutions. On va parler de la qualité de la lumière, de ce que ça veut, essayer de définir une sorte de charte, je sais pas exactement qu'est-ce qui va être dans la continuité de la lumière, qu'est-ce qui va ramener d'une scène à une autre, comment tu vois les choses, et essayer de trouver cette narration en fait dans un scénario, enfin sur un tournage aussi. Avant un projet, moi j'aime vraiment quand il y a des discussions qui se font en amont avec la personne responsable de l'image, quoi. Enfin, dans quelle direction tu veux aller, et ensuite ce qui va être vraiment différent, c'est tu travailles, je trouve c'est toujours différent selon la personne que tu as en face. T'as des gens qui vont te faire une confiance vraiment un peu aveugle, qui vont te dire bah vas-y, et qui vont te donner en fait, une fois que le cadre est installé, l'image est faite, là qui vont commencer à te donner des indications et dire ça, j'aimerais essayer de trouver ça, plus ça. Et donc là, ça devient des trucs un peu plus fins, on va dire, tu vas installer une base, il y a des choses un peu plus fines, et après tu as des gens qui vont beaucoup plus directifs dès le début, en fait, qui vont te donner tout de suite des choses très précises à réaliser, en fait, si tu veux. Donc ça va dépendre aussi de ces projets-là, je pense. Avec un chef-op, c'est lui, en fait, qui, avec le réalisateur, on choisit, décider, à quelle période se passe le film, si c'est en été, en hiver, si c'est beaucoup le matin, le soir. C'est un film de nuit. S'il y a des effets un peu spéciaux, s'il y a des lumières qui clignotent à certains moments, ou des choses un peu réalistes ou futuristes ou irréalistes. Souvent, quand je lis un scénario, je prends des petites notes où je souligne des mots qui me font penser à de la lumière. Et ça me permet après, avec le chef-op, d'en discuter, voir si j'ai bien cerné. Des fois, c'est OK, des fois, c'est pas le cas. Parce qu'il y a des scénarios qui n'expriment pas beaucoup de choses à la lumière, alors que d'autres sont très descriptifs. Et des fois, on s'imagine des choses en part dans des directions et c'est pas le cas. Mais ça peut être hyper intéressant, justement, de se confronter à ça avec le chef-op, parce que ça peut donner des nouvelles idées. Durant les repérages et tout ça, c'est toujours bien, je trouve, de se représenter l'espace, de pouvoir revenir dessus une fois que t'as quitté, enfin tes repérages, t'as fait une semaine après, pas une très grande mémoire, donc c'est toujours agréable d'avoir pu dessiner et de revenir à quelque chose que tu as décidé, même si tu le changes, au moins tu pars sur une base, on va dire, une base assez concrète, ouais. Durant les repérages, je vais tout de suite effectivement regarder ce qui est l'orientation du soleil déjà, enfin dans quel sens va tourner la Terre et comment le soleil va rentrer ou pas rentrer, les apports en électricité, les zones où on va pouvoir éclairer aussi, depuis quel endroit, les angles morts, les choses comme ça, les accès, toutes ces choses là un peu très pratique et concrète. Et puis ensuite, c'est pas moi qui valide un décor de toute manière, mais c'est vrai que si je peux donner mon avis sur quelque chose, c'est vrai que ça a du point de vue assez pratique pour moi. Comment accéder, comment éclairer, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est au rez-de-chaussée, est-ce que c'est au premier étage, est-ce que c'est au deuxième, comment tu peux trouver des solutions, quoi. Mais en général, on va plutôt me dire
qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose ici? Et je vais me dire, j'essaie souvent de dire oui et puis de trouver une solution. C'est ça qui est assez drôle, c'est de faire fonctionner un peu ce côté, t'as des contraintes, tu joues avec et tu choisis un outil en fonction et voilà. En général, c'est toujours un peu possible de faire quelque chose et puis de voir ce que ça va donner. Enfin, oui. Un début de journée habituel, c'est d'aller chercher un camion, souvent un poids lourd, dans un parking, et l'amener sur le décor, le décharger, parce que il va falloir amener beaucoup de choses proches du plateau. On peut pas faire des allers-retours de plusieurs dizaines de mètres, donc il faut que tout soit accessible. Donc c'est beaucoup de manutention au début. Voir l'alimentation électrique, c'est un des premiers trucs aussi, de voir est-ce qu'on se branche directement sur la maison, enfin sur le décor, ou s'il faut avoir un autre système, donc un groupe électrogène ou se brancher sur EDF qui nous fournit des coffrets électriques. À partir de là, on a aussi des équipes, ça dépend si je suis chef ou si je suis électro, est-ce que c'est moi qui déroule la ligne ou est-ce que c'est mon électro qui va le faire. Et après, c'est être avec le chef op beaucoup au début des journées, au début de chaque séquence pour parler un peu des axes qui vont être filmés, pour pouvoir mettre des projecteurs à des endroits qui sont pas dans le champ. Souvent, ils sont quand même dans le champ, il faut les changer de place. Et après, diriger son équipe ou se faire diriger quand je suis électro pour installer tous les projecteurs et tous les réglages qui vont avec. Souvent, après la première prise, on fait des petites modifications parce qu'on a vu ce qui se passait réellement dans le plan. Et après, on peut attendre 5 minutes parce que ça va très vite, comme 1 heure parce que c'est un plan compliqué. Et à chaque changement de plan, on revient sur le plateau pour faire des modifications, des ajustements fonction des axes. Par exemple, un plan large, on va souvent moins diffuser la lumière sur les acteurs que quand on est en plan serré parce qu'on voit beaucoup plus les détails, donc on va aider l'acteur ou l'actrice à avoir un visage plus doux. Si on se rapproche de lui, souvent on rapproche les diffusions des acteurs. On va essayer souvent d'éteindre les fonds, donc faire que les personnages soient un peu plus lumineux que le mur qui est derrière eux. On peut aussi monter ou descendre les projecteurs, pareil, en fonction de l'axe pour pas faire des grosses ombres. Et puis à la fin de la journée, on fait un peu le chemin inverse. On remet tout dans le camion, la plupart du temps, à part si le lendemain on est sur le même décor. Et on ramène le camion au parking. La journée peut être très longue, beaucoup plus que pour d'autres corps de métier, mais beaucoup plus courte aussi que pour d'autres aussi. Oui, t'es quand même obligé un petit peu de préparer ta scène, c'est-à-dire de savoir où est-ce que tu vas mettre ton projecteur en fonction du rendu que tu veux avoir. Tu peux beau fermer ou ouvrir le diaph, mais à un moment, il faut que tu aies l'apport de lumière suffisant pour amener ce qu'il faut et la qualité que tu veux avoir aussi. Moi, je me dis toujours, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher, mais en fait, par expérience, tu sais ce qui marche et tu sais ce qui va suffire, ce qui va amener des bonnes choses. Et ça, c'est super, de pouvoir répondre à des demandes. Moi, pour finir, c'est très agréable quand ça marche, quoi. C'est vraiment tellement satisfaisant d'avoir un rendu qui te plaît et qui fait plaisir aux gens et d'être lié là-dedans, tu vois. J'ai l'impression que je reproduis beaucoup de choses que j'ai déjà vues en tournage, des ambiances, des idées de façon de faire de la lumière, parce que même s'il y en a des millions, en vrai, il y en a pas tant que ça. Et voilà, après, c'est des ajustements et c'est les décors qui font beaucoup faire la lumière aussi. C'est pas que le projecteur. Les décors et les acteurs. Et une des choses qui me fait peur, mais qui m'excite aussi beaucoup, c'est de faire quelque chose qui change pendant le plan. C'est d'être actif. C'est très reposant de rien faire et de regarder, mais c'est aussi super stimulant de devoir faire un effet. Donc des fois, c'est des effets visibles. Si une porte se ferme, il faut des fois mettre un drapeau, un cache devant une lumière pour que la lumière se ferme aussi, on va dire. C'est beaucoup plus léger. Un acteur qui s'approche trop près d'un projecteur, on va le diffuser au fur et à mesure où il s'approche. Donc voilà, j'aime ça. En même temps, ça me fait peur parce que faut pas se tromper. Et en lumière, c'est beaucoup du travail en préparation de plan avant de tourner. Après, on est très spectateur de la scène, voire on va boire un café. Mais il y a quand même plein de moments où il y a des petites choses qui se passent pendant le live. Et ça, c'est assez excitant. Après, sur le plateau, c'est diriger une équipe quand on est chef de 1, 2, 3, plus. Moi, j'ai pas fait beaucoup plus que ça. Et voilà, choisir l'emplacement des projecteurs, leur réglage, donc leur hauteur, leur inclinaison, les filtres qu'on met devant pour changer leur couleur ou les diffuser. Et voilà, c'est en lien beaucoup avec le cadre, évidemment, pour pas avoir de la lumière dans le champ, et puis en lien avec ce qu'on veut raconter du moment de la journée où on est, voilà. J'aime bien l'idée d'éclairer un décor plus que juste des visages ou des choses, tu sais. Évidemment, ça fait partie de ça, mais c'est de proposer d'éclairer un décor et de sentir un peu ce qui pourrait se passer dans cette scène et comment la lumière pourrait aider la narration. Une manière où je me dis, tiens, comment ça peut faire fonctionner cette scène, en fait. Et ensuite, évidemment, c'est tout ce qui accroche l'œil. T'essayes de voir l'image dans son ensemble, dans sa globalité, quoi. D'essayer de voir un peu où est-ce que tu veux créer, en fait, une zone de magie. Je sais pas comment dire, mais qui va ressortir plus qu'une autre zone, quoi.
J'aime bien ce jeu en fait aussi qui est intéressant. Est-ce que tu vas te servir d'un outil en particulier, tu vas essayer de le réutiliser de manière différente au fil du tournage, ou est-ce que tu vas... Enfin, c'est plein de choses comme ça, qui se font aussi un petit peu au hasard, je trouve, des fois. Parce que tu découvres un objet, tu découvres une fonction à du matériel, à une source, un effet que ça va donner, ou quelque chose comme ça, en fait. Si je suis chef, j'ai vraiment envie de rester le plus longtemps au plus près de la caméra. C'est-à-dire au plus près de ce qui pourrait être modifié, enfin, des informations, quoi, d'être là aussi. Je pense que le rôle en tant que chef, tu sais, ce qu'on va dire gaffeur, là, les Anglais disent ça, les anglophones, c'est aussi d'amener un deuxième œil, une sorte d'avis aussi. Des fois, peut-être tu vas trancher même un peu sur des choses et dire, bon, écoute, c'est comme ça que ça marche. Et je crois que ça a un côté vraiment très rassurant pour une chef-op, tu vois. Quand je suis assistant, c'est plus, je reste pas à la face, en fait, j'encombre pas la face ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça m'arrive souvent d'aller au combo, regarder le résultat ou des choses comme ça. Et le combo, bah, c'est le retour de l'image, en fait, c'est le moniteur qui en général se situe jamais très loin de la face, forcément, qui est assez grand pour pouvoir voir les détails et si t'as pas oublié peut-être un câble dans le champ ou un morceau de pied, un truc, tu vois. Alors la face, c'est vraiment, c'est la zone pour moi autour de la caméra, enfin c'est ce qui va être au plus proche des comédiens, comédiennes, quoi. Mais c'est vrai que tu travailles un peu en décalé aussi par rapport aux prises. Tu travailles beaucoup avant, jusqu'à que tu tournes la première prise, tu fais peut-être, suite à la première prise, tu vas faire des retouches, et ensuite tu vas tirer, ranger ce que tu as sorti dans tous les sens, faire continuer ou anticiper ta journée, en fait, en fonction des demandes, quoi. Et vraiment, c'est ça que j'ai appris avec certains chefs, c'est juste, en fait là, si ça part trop loin, tu te poses, tu réfléchis, et t'essayes de dire, bon, en fait c'est quoi là ? Reprendre le problème à son essence et pas rajouter une quantité astronomique de drapeaux, de pieds, de machins, et de faire une forêt, tu vois. Et ça, c'est vraiment ce qui peut arriver le plus facilement, et je me fais souvent avoir dans ce piège-là, c'est juste tu commences à rajouter des choses, que ce soit au niveau de la lumière, au niveau, enfin, et tu t'encombres en fait, quoi. En étant chef, c'est là où moi je me connecte vraiment plus à ma créativité aussi, on va dire, et que je découvre aussi de plus en plus, peut-être avec le fil du temps aussi, et d'oublier un petit peu tout ce qui est matériel et des choses comme ça, et de se concentrer plus sur l'esthétique de l'image et qu'est-ce qui rend des émotions, quoi, tu vois, quelque chose comme ça, quoi. Justement, j'ai de plus en plus de plaisir parce que je crois que je désacralise beaucoup de choses en fait aussi. L'image, le cinéma, parce qu'il y a quand même quelque chose de très vieille école des fois où, en voyant ce que c'est que d'être chef, ce qui implique cette collaboration et tout ça, en fait, à désacraliser et à comprendre aussi qu'il y a le fruit du hasard, enfin le hasard fait beaucoup de choses aussi des fois, et ce qu'il faut, c'est ça, arriver à s'arrêter sur quelque chose, être capable de se dire, tiens, c'est ça en fait qui me plaît, quoi. C'est aussi être connecté un peu à ses goûts, à savoir s'arrêter sur les belles choses, enfin les choses que tu trouves belles, quoi. Peaufiner sa méthode de travail au-delà des compétences techniques, aiguiser son intuition artistique et humaine, oser prendre des risques tout en pensant au plan B, ou encore s'inspirer des autres, autant de pistes à suivre que de manières d'interpréter son travail, aussi à la lumière. Comme tous les métiers du plateau, elles œuvrent pour un art collectif, et c'est au service du projet et plus étroitement de l'image qu'elles proposent leur travail. En tant que responsable de l'image, le chef ou la chef opératrice est la personne de référence directe pour la ou le chef électricien-électricienne. Et elle travaille main dans la main. C'est une relation humaine, technique et artistique à travailler. Déjà pour faire une bonne collaboration, à mon avis, il faut juste un rapport de confiance aussi. Enfin vraiment de pouvoir se dire, se reposer l'un sur l'autre, tu vois, genre arriver avec des outils, des propositions, que ça soit comment je veux faire ça, et un peu essayer de surprendre aussi, tu vois, essayer de, enfin, il faut être une force de proposition un petit peu et pas juste subir les choix de quelqu'un, genre qu'est-ce que tu penses. Enfin voilà, c'est une discussion pour moi. En réalité, j'ai beaucoup de plaisir à avoir une relation qui s'installe très tôt au début du projet, pour pouvoir discuter petit à petit, réfléchir, laisser les idées un petit peu reposer, revenir vers des choses. C'est très agréable d'avoir le temps pour moi, tu vois, d'avoir le temps de discuter et de se voir physiquement aussi avec la personne responsable de l'image. Et c'est vraiment ce lien de confiance. Il faut qu'il y ait de la confiance. Moi, il faut vraiment qu'on me mette à l'aise aussi. Durant le tournage, j'aime quand ça file, ça coule un peu, tu vois. Genre, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce qu'on a décidé, tu vois. Pas tout est un hasard non plus. Après, ça dépend des projets, encore une fois. Des fois, t'as des projets où tu sais que bah vas-y, on va essayer des trucs, et c'est vraiment très libre et c'est un peu instinctif, et c'est même assez intéressant parce que des fois ça veut dire que tu n'as pas eu le temps de te charger,
te mettre la pression, de te dire est-ce que ça marche pas, parce que des fois aussi c'est un peu des paris ces installs quoi. Quand tu pars sur un install et tu te dis mais j'espère que je vais avoir suffisamment de lumière, j'espère que ça va donner ce que je veux et que ça va pas éclater partout et ça va être une image plate et insignifiante, tu vois, genre. Donc c'est ce pari là aussi un peu, enfin savoir que ça va marcher et de te faire confiance à ce niveau là aussi et d'être avec quelqu'un qui te dit bah ouais ça va marcher. Après, mon métier me plaît, me passionne, mais surtout parce que je travaille avec des gens super. Et le matin, je pense évidemment à des choses qu'on va faire, si on m'en a parlé avant, mais je me dis surtout que je vais rencontrer X ou Y et on va avoir à la pause déj le temps de discuter et puis même juste des regards, des sourires dans la journée. C'est ça qui m'anime. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes, enfin des personnes différentes dans cette manière de travailler et à chaque fois j'ai trouvé ça enrichissant et intéressant parce que ça a été des bonnes, vraiment des bonnes rencontres en fait aussi, qui m'ont amené moi à me poser d'autres questions à d'autres endroits, enfin comment faire aussi et satisfaire aussi des envies en fait, que ce soit les miennes ou cette personne en face qui signe une image. À la fin c'est de toute façon pas moi qui ai le dernier mot, mais je trouve chouette de se dire tiens mais qu'est-ce qui sert ça en fait, cette image. Quand on travaille la lumière, on travaille l'image. Donc on travaille avec les 3 corps de métier de l'image. Le chef opérateur, il est chef de 3 pôles, on va dire. Donc le pôle électricité, le pôle machinerie et le pôle caméra. Caméra, c'est un peu plus facile de savoir ce que c'est parce que voilà, c'est tenir la caméra, faire la mise au point, changer des optiques. La machinerie, c'est tout ce qui est mouvement. Caméra, donc travelling, grue, ce genre de choses. C'est toutes les accroches un peu incroyables, que ça soit de projecteurs ou de caméras sur une voiture, en haut d'un pylône. Et eux, ils gèrent aussi la sécurité du plateau parce que c'est eux qui ont la maîtrise de faire tenir les choses. Donc c'est eux qui gèrent la sécurité. Donc forcément, c'est 3 métiers qui sont tout le temps en discussion. On travaille aussi beaucoup avec la déco, qui nous arrange beaucoup de coups. La déco peut-être plus en amont sur des questionnements de couleurs, de décors. Et même en même temps, il nous aide pendant le tournage à camoufler des câbles, camoufler un projecteur. Enfin voilà, on peut réfléchir ensemble à des petites situations comme ça un peu bancales où on se file la main. Et après, on travaille un peu avec le son malgré tout, parce que comme on met de la lumière, on fabrique des ombres et il faut les aider un peu. Donc on discute dans certains cas si vraiment on se rend compte qu'on a fait une lumière qui ne permet pas de percher la scène, ça arrive parce qu'on est dans notre délire et qu'on oublie qu'on est plein. Et puis des fois parce qu'on n'a pas le choix de mettre un projecteur à tel endroit. Et donc voilà, on travaille aussi avec eux pendant les répétitions pour les aider à pas avoir un escalier à monter pour passer au-dessus d'un projecteur. Ouais, vraiment, moi je garde un super bon souvenir de ce film dans le Valais, le film de Carmen Jacquet, Foudre. Je me dis tiens, vraiment beaucoup de moments forts dans l'image, dans la concentration et en fait c'est d'une équipe qui est vraiment qui était très soudée quoi. Et ça je pense ça a créé des moments c'est les meilleurs moments de tournage, c'est quand tu sens que tout le monde va dans la même direction quoi, que tout le monde veut y aller, tu vois, veut donner de la valeur à tout ça en fait. Des gens qui veulent partager aussi en racontant une histoire, qui veulent bien la partager même durant le tournage à des moments plus ou moins anodins, tu vois, au petit-déj, le truc, enfin de partager les idées, je trouve ça super. La force du collectif prend toute sa place lorsque la personne à l'initiative du projet, souvent incarnée par le ou la réalisatrice, embarque l'équipe dans une direction commune. Elle arrive alors à transmettre la sensibilité du projet, ce qui permet à l'équipe de l'élever. Les films sont des expériences fortes, autant professionnellement que personnellement, car chacune donne de soi au-delà d'un cahier des charges. Je suis pas sûre que ce soit dans mon métier que ça me marque, mais dans le domaine dans lequel je travaille. Je crois que le cinéma, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est des rencontres. Là, j'ai rencontré Jeanne Moreau, c'était un peu l'idole de ma jeunesse, plutôt en chanson qu'en actrice, parce que j'ai beaucoup écouté ses CD dans la voiture. La rencontrer, c'était un moment très fort dans ma vie. Et après, c'est rencontrer un fermier ou une fermière et qui te fait assister à la mise bas d'une vache, ou rencontrer des décors. On va dans des endroits... souvent, enfin pas souvent, mais on va dans des endroits inaccessibles pour le commun des mortels, entre guillemets. Donc c'est monter en haut d'un silo de sable, être accroché avec un baudrier parce que le silo est vraiment rouillé et que c'est dangereux. Ouais, aller libre cours dans le palais de Tokyo pour trouver des décors en suivant Ariel Dombal, complètement folle, mais qu'on adore. Je crois que les moments marquants, c'est des rencontres de lieux ou de gens, plus que d'avoir posé un projecteur X ou Y à tel endroit. J'ai été en stage sur Saint-Laurent de Bonello avec José Déhay en chef op et Marianne Lamour en chef électro. Et j'ai fait beaucoup de plateaux. J'ai eu la chance en tant que stagiaire d'être vraiment présente pour pratiquement toutes les scènes avec Marianne. C'était pas un tournage facile parce que des histoires d'équipe compliquées, mais
film en costume d'époque, en plus retraçant la vie de quelqu'un qui a existé. Donc il y avait une réflexion de tout le temps de coller à Yves Saint-Laurent et là où il était, les décors et tout. C'était une grosse machine, c'était en pellicule, il y avait beaucoup de gens. C'était, je sais pas, on était une centaine des fois. Il y avait beaucoup de gens à la déco. C'est vraiment la première grosse expérience professionnelle. C'était mon premier long métrage et c'était une grosse claque, une belle claque. Le fait de faire des choses pendant un plan, qui est excitant. J'ai eu l'occasion de le faire pendant le tournage, quand je mettais un drapeau devant un projecteur pour couper de la lumière. La confiance que Marianne a eue en moi à ce moment-là de me le faire alors que c'était du direct en pellicule. Après, on était beaucoup à faire la même chose en même temps, donc on était plein d'électros perchés sur des échelles pour faire un effet un peu d'assombrissement de la scène au fur et à mesure. Donc par exemple, un jour, on tournait une séquence qui se jouait à Marrakech, mais évidemment, on n'était pas à Marrakech. On était en banlieue parisienne. Il y a eu de la pluie. Donc, le premier jour, on a réussi à gérer de tourner entre les gouttes. C'était dans un patio, donc avec de l'air au-dessus, pas un toit. Mais le lendemain et le surlendemain, on devait continuer à tourner là-bas et c'était grosse averse. Et il y a vraiment eu un temps de suspens de savoir ce qui allait se passer. Et on nous a dit non, vous revenez demain, ça sera OK. Et le lendemain, on est revenu et il y avait un toit qui avait été construit au-dessus d'un patio de 20 mètres par 20. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un truc que j'avais pas vu venir, de dépenses financières improbables. C'est mieux de construire un toit que de changer un plan de travail. On vit pas dans le même monde, mais j'y participe un peu de temps en temps. Je suis toujours très fier d'arriver à recréer une lumière qui n'était pas existante. Tu vois, ça va être de créer une entrée de jour très douce ou une nuit qui fonctionne. Enfin, je trouve c'est toujours de se dire mais comment pourrait être la lumière s'il y avait cette entrée de jour ici, si il fait gris dehors et que t'as quelque chose de très doux qui marque à peine et qui est vraiment un peu magique, quoi. Comment faire pour reconstituer la lumière? Ça, c'est vraiment ce que je préfère. Donc, j'ai pas d'exemple précis, mais à chaque fois que ça marche, je me dis, c'est super. De mouvement dans la lumière aussi, tu sais, je trouve, je suis toujours un peu... Tu peux amener une scène, plus de vie dans une scène avec de la lumière, que ça soit des passages de phare, par exemple, à travers une fenêtre, des stores. Ça va peut-être amener quelque chose, rythmer un peu une scène, sans pour autant que ça soit fasse partie de la narration, tu sais. Enfin, je trouve que c'est toujours assez agréable, ça. Comment tu vas animer, en fait, ton image aussi, grâce à sa lumière. Avoir de la force de proposition, c'est ça qui est difficile, je trouve, moi. Pour ma part, je trouve que c'est difficile d'être constant, d'avoir toujours les bonnes idées et les idées un peu attendues aussi. Mais c'est quelque chose qui se travaille aussi, je pense, avec l'expérience et de savoir, en fait, quand proposer et des fois ne pas proposer, en fait. Parce que tu sais que ça peut mettre un frein aussi à la journée, en fait, à plein de choses. Et puis, c'est vraiment ce travail un peu délicat, un peu de diplomatie aussi, j'ai l'impression, où tu dois un peu jongler entre est-ce que je propose, est-ce que j'essaie de le faire dans mon coin seul, ou est-ce que j'oublie et on enterre le truc et on y va et en fait, on part sur autre chose et on va se concentrer peut-être sur autre chose, sur le jeu, sur un mouvement de caméra. Enfin, tu vois, du côté technique, hein, tu vois, je me dis, voilà, faut savoir un peu cette place, jusqu'où aller, jusqu'où tu veux trafiquer des trucs dans le coin et rendre l'image parfaite, quoi. Le matériel évolue assez vite quand même en termes de sources. Je trouve qu'il y a beaucoup de LED qui sont vraiment... C'est assez fou d'utiliser en fait des LED, c'est assez fiable, c'est pratique, ça demande pas beaucoup de puissance, ça demande pas d'avoir des apports d'électricité monstrueux, tu vois, c'est quand même... J'ai l'impression que ça simplifie le travail. Après, j'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison, enfin j'ai pas fait des films à l'ancienne, mais quand même, t'as pas besoin de la même puissance, surtout que les caméras sont quand même vraiment plus sensibles. Donc le matériel de base, maintenant, c'est beaucoup de la LED, et donc ça devient des choses un peu plus légères, un peu plus versatiles, tu peux utiliser un peu dans tous les sens, t'as moins une source pour faire une chose. Encore une fois, tout ce que je dis là, c'est pas des affirmations, moi c'est comme ça que j'ai appris et que j'ai l'impression que ça marche, mais c'est travailler la source de lumière, ça va être des fois la source de lumière, ça va pas du tout être un projecteur, ça va juste être une entrée de jour naturelle que tu vas vouloir un petit peu diffuser, couper et jouer avec ça. L'intérêt du projecteur, c'est que tu vas avoir une lumière plus constante, plus longtemps, enfin que tu peux avoir longtemps. Voilà. J'ai l'impression que quand tu regardes un petit peu ce qui t'entoure, là, tu vois, ce film qu'on a fait, le film de Patrick aussi, je me souviens à Lausanne, en fait, c'était beaucoup en lumière naturelle et c'était super parce qu'en fait, ça se calquait sur des heures de la journée, des orientations et en fait, ça suffisait à avoir une belle lumière, quoi. Donc c'est toujours agréable un peu contemplatif et d'observer tout ce qui se passe là, et que ce soit les lumières d'hiver, les lumières d'été, enfin fin de journée, début de journée, enfin tout ce que tu veux, quoi. Alors moi j'ai changé de dispositif technique récemment, il y a 1 an je crois. Avant j'avais une ceinture comme beaucoup d'électro avec dessus
une pochette avec plein de trucs dedans, une pochette pour mettre mon toki, parce qu'on a souvent des toki. Et là, j'ai maintenant une espèce de... une pochette ventrale. En fait, au lieu d'être appuyé sur les hanches, c'est appuyé sur les épaules comme un sac à dos, quoi. Ça s'enfile. C'est beaucoup plus agréable, je trouve. Et puis j'ai vidé un peu pour qu'il soit moins lourd, parce qu'on se retrouve à avoir facilement 1 ou 2 kilos tout le temps sur nous, parce qu'on a des pinces, parce qu'on a un laserman, des gants, plein de petits trucs. Et le toki, donc c'est vite lourd. Et j'avais des pochettes trop grandes. Donc je mettais trop de trucs dedans, apprendre à limiter. Mais en même temps, moi j'aime bien avoir un peu tout sur moi. Il y a des électros, ils ont juste des gants et un laserman. Moi j'aime bien avoir un tournevis électricien, des ciseaux, des pansements, du baume à lèvres. Après, du gaffeur. Peut-être c'est un bon mot aussi, qui n'est pas que pour l'électricien, qui est pour beaucoup de gens dans le milieu. Sur les plateaux, c'est du scotch très costaud, qui colle bien, qui se déchire à la main. Très important, parce qu'on a souvent un ciseau dans la poche, mais c'est bien de ne pas avoir à le sortir juste pour couper un morceau. Ça permet de faire des marques au sol pour les comédiens, ou des marques pour des distances de mise au point. Ça permet aussi de tenir du borgnole sur un mur, ou accrocher toutes sortes de choses. Et voilà, 2-3 petites choses. J'ai pas envie de courir chercher un truc. Et en même temps, on a le temps d'aller chercher quelque chose. J'ai dit courir, il faut pas courir sur un plateau. Tu me demandais au début le premier film que j'ai fait, Saint-Laurent. Je l'ai fait parce que j'ai rencontré une chef électro pendant un tournage étudiant à la Fémis. J'étais pas chef, j'étais électro, et ma chef s'est tordue la cheville sur le plateau parce qu'elle a couru pour aller chercher un truc. Si elle avait pas couru, elle aurait pas eu la cheville tordue. Elle serait partie à Cherbourg finir le tournage, et j'aurais pas rencontré Marianne, j'aurais pas fait Saint-Laurent. Et je raconte souvent cette histoire aux jeunes, parce que vite, va me chercher ça. Oui, vite, mais tu marches vite, mais tu cours pas. Et ils comprennent pas. Je comprends qu'on comprenne pas, j'ai fait pareil, mais on va prendre 3 secondes de retard et je vais garder ma cheville ou mon genou. Et vraiment, il y a beaucoup de gens qui se font mal parce qu'ils veulent aller trop vite, et qu'en vrai, il n'y a pas le feu au lac. Les plateaux de tournage sont régis par des us et coutumes anciens, comme ne pas courir, mais aussi des dictons comme un assistant réa assis, un assistant réa fini. Un tas de règles implicites qui dictent notre façon de se comporter et d'interagir ensemble. C'est un monde dans le monde, pour reprendre une de nos invitées. On se donne corps et âme, et il faut trouver l'endroit juste pour rester connecté à sa vie au sens plus large. Je suis très content de faire ça. De plus en plus, avec le temps, je trouve un équilibre là-dedans aussi. Au début, j'étais angoissé par le fait de pas avoir de boulot, des trucs comme ça aussi, et de pas suivre un truc. Et puis, en fait, petit à petit, tu te stabilises, tu prends confiance aussi. Et la confiance, c'est vraiment agréable sans qu'elle, tu vois. De voir qu'il y a des gens qui ont envie de travailler avec toi, collaborer avec toi, d'avoir des échanges, quoi. Trouver un peu des binômes, des gens avec qui travailler, quoi. En fait, je me sens vraiment super bien quand j'occupe cette position-là, parce que je pense que ça donne, ça comble cette recherche un peu de créativité qui vient avec mon âge, avec l'âge aussi, en fait, que j'avais peut-être moins envie de rechercher avant, mais là qui est plus, je commence à avoir des goûts un peu plus développés pour l'image aussi, et plus tranchés, sans être catégorique, hein, mais de sentir une sensibilité à moi, en fait, de m'approprier une sensibilité un peu. Je crois qu'il y a besoin de plusieurs personnes avec plusieurs caractères. Il faut se compléter. Moi, je suis assez carrée. Je suis un peu rigide même. Voilà, moi, j'aime bien que les choses soient bien rangées. On a beaucoup de matériel, donc moi, j'aime bien savoir où sont les choses. Il faut aussi des gens qui ont de la technique électrique, parce que c'est quand même, on travaille avec du triphasé, avec des grosses puissances. Moi, j'ai besoin de beaucoup réfléchir pour savoir comment alimenter les choses, comment répartir les puissances en fonction de ce qu'on a à brancher. C'est pas, je sais le faire, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir. Il y en a, c'est beaucoup plus logique et rapide dans leur tête, donc c'est vachement bien d'avoir quelqu'un comme ça dans son équipe. Il faut des gens qui ont des idées saugrenues, parce que ça peut sauver des coûts, et en même temps, il faut aussi des gens un peu plus carrés pour que ça aille vite. Je trouve que tu as une liberté folle dans ce métier quand même, c'est un privilège monstrueux de pouvoir voguer comme ça entre projets, entre équipes différentes, toujours vivre des choses complètement différentes pour finir, à mon avis, et qui te laisse aussi du temps à côté de ces projets pour moi, pour explorer d'autres choses aussi. Donc ça implique presque d'avoir deux professions. La profession que tu pratiques vraiment, et à côté, ou qui va inspirer ce métier-là aussi, quoi. Je pense que je dirais à un jeune de faire au plus vite un stage sur un long métrage. Parce qu'on commence tous par des courts-métrages, et c'est normal, mais c'est pas vraiment la réalité du métier derrière, parce que souvent on fait beaucoup de postes sur le même film, on se donne beaucoup la main entre les différents postes, et on fait un peu, pas n'importe quoi, mais on
prend des risques, on va un peu au-delà des limites qu'il faudrait tenir. Et souvent, quand on fait un court-métrage, on voit très bien qui a déjà vu un film professionnel pour savoir un peu là où on peut tirer et là où il faut se calmer un peu. Je dirais de voir ce que c'est qu'un vrai film, entre guillemets. Et c'est pour ça que de voir un peu un film responsable, avec aussi des enjeux financiers qui forcément impliquent plus de gens sur le plateau, plus de gens qui ont de l'expérience. Ça permet de réguler un peu ça et trouver le bon positionnement. Il y a des films qui peuvent être à catastrophe, savoir là où on peut tirer la catastrophe et là où il faut faire attention. C'était Voix entrelacées, un podcast de 23 bis réalisé par Mathilde No. Merci à Chloé et Antoine pour leur sincérité touchante. À vous pour votre écoute et votre soutien. Et mille merci à l'équipe précieuse qui s'investit sur ce podcast. Lorenzo Monti pour avoir couvé l'idée à mes côtés et sa participation artistique. À Bernardo Ginja et à Adam Mallard, guerrier du montage. À Cyril Jonin pour l'aiguillage artistique et Cédric Ecli pour l'aiguillage technique. À Richard Hamann pour le mixage en douceur. À Fanny Geyser pour la création graphique, Mathilde Traversier pour sa traduction visuelle et Alice Poma pour sa belle mise en forme, à Steve Weishaupt pour sa vision de diffusion et à Gabriel Sorer pour sa bienveillance de producteur. Prochain épisode, derrière les visages, le maquillage coiffure. Club de fin, and slate.